Bonjour. Bon, on va faire une présentation intime. N'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions. Donc aujourd'hui, pendant cette petite heure, nous allons présenter l'écosystème, faire un point sur l'écosystème terminologique français et plus particulièrement un focus sur la SNOMED. Donc Maël et moi travaillons au CGTS, donc qui est le guichet national des terminologies de santé, donc le point de distribution des terminologies du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Donc 2 points, un statut sur l'écosystème terminologique français. Et enfin, le focus sur la SNOMED que la France vient d'adopter. En premier, un tout petit rappel sur le cadre d'interopérabilité des systèmes de santé. Donc c'est la tenue de ce cadre, la responsabilité de ce cadre incombe à l'ANS depuis longtemps dans le cadre de sa mission 1 qui est régulée et donc d'offrir à l'écosystème un cadre de régulation qui va permettre de favoriser les échanges, de stimuler la fabrication de systèmes ouverts, communicants et accessibles à tous. Donc 2 principes du cadre d'interopérabilité. On s'appuie sur des normes ouvertes, internationales, et dans la mesure du possible, systématiquement concertées. Et donc l'interopérabilité est à la fois technique, donc le branchement des tuyaux et l'ouverture des tuyaux les uns avec les autres, la communication de 2 systèmes, syntaxique, qui porte le contenu de la transaction qui est faite entre 2 systèmes d'information, et enfin le contenu sémantique qui est le vocabulaire de l'échange. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler du vocabulaire de l'échange. Donc en premier, donc le choix des les terminologies, le vocabulaire de santé, le secteur de la santé est particulièrement pourvu en vocabulaire avec énormément de terminologies permettant les échanges. Donc sur sur les échanges sémantiques, donc vous avez vu que l'on s'appuie sur des normes internationales qui sont le plus souvent ouvertes, les plus stables possibles et surtout accessibles. Donc on a un algorithme de choix des terminologies que l'on va employer comme vocabulaire contrôlé. Donc en premier, est-ce que la terminologie est en fort usage en France et largement répandue en France? Donc là, je prendrai l'exemple des terminologies de la CNAM, la CCAM, la NABM pour la biologie, la CCAM pour les actes, la CIM10 pour structurer les maladies. Et donc là, ce sont des incontournables qui seront choisis comme terminologie de base sur les cas d'usage principaux. Si la terminologie ne va pas sur ces cas d'usage, donc là, il y aura un autre choix avec recherche au niveau européen, s'il y a une norme qui s'impose à l'Europe pour avoir la norme communicante, bénéficier de la norme communicante la plus répandue. Donc enfin. Et si il n'y a pas de recommandation de profil européen, donc là, on commencera une phase d'instruction au niveau de l'ANS avec l'écosystème pour savoir quelle est la terminologie que l'on pourra choisir à ce niveau-là. Un petit focus sur cette phase d'instruction. Donc quand on n'a pas de terminologie en usage en France pour nos cas d'usage, quand on n'a pas de norme européenne et que l'on doit choisir une norme. Donc on part toujours d'une expression de besoin. 2 fois par an, il y a des comités de concertation au CISIS et tous les acteurs peuvent déposer une expression de besoin au niveau de l'espace de publication, de l'espace de concertation du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information. Là, il va y avoir un comité qui va se tenir en juin. On a déjà un certain nombre de demandes de la part de professionnels de santé, de la part d'hôpitaux, de la part d'industriels qui nous demandent de publier des terminologies
terminologie pour des cas d'usage précis et qui demandent à ce que ce soit éligible au cadre d'interopérabilité. Donc on a des demandes sémantiques, des demandes d'interopérabilité sémantique ou syntaxique, et on traite toutes les demandes. Et ça permet de prioriser ces demandes et d'avoir l'instruction. Donc sachant que pour l'instant, avec le Ségur de la santé, la priorité du dernier de l'année passée sur la roadmap, c'est la mise en qualité des terminologies existantes. Donc pour avoir un format interopérable, pour avoir un point de distribution unique, etc. Donc une fois qu'on... Je ferme cette petite parenthèse pour rentrer, après l'expression de besoin et la priorisation, on rentre dans l'étude métier où on concerte les utilisateurs de ces terminologies. Qu'est-ce qu'ils veulent dématérialiser, quelles données vont-ils vouloir échanger pour cadrer exactement le besoin d'échange et l'organisation des données. Une terminologie, ça peut aller d'une simple liste de courses à une ontologie formelle. Donc je passe surtout la complexité d'une ressource sémantique et en fonction des cas d'usage. Pour faire de l'intelligence artificielle, on n'aura pas le même cahier des charges pour une terminologie que pour un simple échange de données entre deux professionnels de santé. Donc, on regarde s'il y a une terminologie de référence, s'il y a des politiques de gestion, etc. Si on a une terminologie sur étagère qui est prête à être publiée, qui existe en France. Sinon, on regarde s'il y a une pour une primo-utilisation, on regarde s'il y a une terminologie de référence, et dans ces cas-là, on va l'évaluer plus en profondeur sur des critères scientifiques et par rapport à l'expression de besoin. On regarde à ce niveau-là si la terminologie est ouverte, si elle est propriétaire, et on donnera bien sûr priorité à une terminologie ouverte par rapport à une terminologie propriétaire, puisque l'interopérabilité est dans le domaine du bien commun. Et enfin, si rien de tout ça n'existe, on fera une étude terminologique ad hoc et on est capable de monter des terminologies ad hoc avec des professionnels de santé. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, on met en ordre, on organise l'unité de production, on pérennise la production de la terminologie et on la publie sur le SMT. Donc je vous signale qu'il y aura juste une présentation de l'outillage du CGTS, de notre guichet national, demain avec la présentation du serveur multiterminologie. Du serveur multiterminologie et avec toutes ses fonctionnalités. Je passe très rapidement sur les critères d'évaluation d'une terminologie. Ils sont extrêmement multiples. En fonction des cahiers des charges, on va avoir à évaluer le vocabulaire, donc par rapport à sa couverture, par rapport à sa clarté, par rapport au cas d'usage, etc. On peut évaluer aussi, dans des cas d'usage un petit peu plus complexes, de cas d'usage d'indexation, d'exploitation de données. On va regarder les relations et la construction de la terminologie. Et enfin, pour des cas d'usage complexes, de type raisonnement automatique, classification automatique, ou intelligence artificielle, on va regarder tout le formalisme logique de la terminologie pour savoir si elle est apte au raisonnement. Du point de vue catalogue, là maintenant on passe sur le CGTS et l'étendue de son catalogue. Je vous ai dit qu'il y a énormément de terminologies qui structurent les échanges de santé. On en a à peu près, dans notre viseur, on en a 95. Qui sont soit françaises, soit internationales. Le catalogue des terminologies en contient actuellement 34, que l'on met progressivement en qualité sous un format interopérable OWL qui respecte des schémas RDF, donc une logique qu'on utilise pour publier nos terminologies des standards du web sémantique. Et actuellement à l'étude, on a donc 13 ressources sémantiques que l'on évalue actuellement dans le cadre de notre feuille de route. Donc un état des lieux de nos publications. Donc on a commencé le travail en 2021. Donc on a 34 terminologies
appartiennent à différents domaines et sont toutes enregistrées au cadre d'interopérabilité et on les met progressivement au format interopérable, donc on les publie en OWL. Il y a quelques terminologies obsolètes qui sont en rouge, notamment quelques terminologies du cancer en anatopatho que l'on va remplacer par d'autres standards qui sont beaucoup plus pérennes que les autres. Par exemple, on a handicap qui est la terminologie de cytoanatopathologie historique en France, qui n'est plus maintenue et maintenant qui va être progressivement remplacée par la CIM 11 et sa linéarisation onco. Donc, à date, ce qu'on a ajouté depuis 2021. Donc on a dans les dispositifs médicaux, produits de santé, on a ajouté l'EMDN qui est la nomenclature européenne des dispositifs médicaux et Cladimed qui est la classification française des dispositifs médicaux qui est une version historique puisque maintenant Cladimed est remplacé par EMDN au niveau de la classification des dispositifs médicaux et on publie les deux et des alignements entre les deux pour faciliter la transition de Cladimed vers EMDN pour les établissements de santé pour la constitution de leur nomenclature d'achat. Bien sûr, dans les incontournables, on a donc les produits de santé, médicaments, dispositifs, la structuration des maladies, des symptômes, la structuration des observations et des examens, et enfin les actes. Donc dans les incontournables avec les maladies, on a la CIM10 qui était au format PDF sur le site de la TIH ou au format CLAML non exploitable, non interopérable. On l'a transformé en OWL en maintenant et en développant toute l'information qu'elle porte. Et de manière similaire, on a mis au format OWL la nouvelle CIM 11 donc, qui est opérationnelle depuis janvier 2022. Sur les produits de santé, je vous ai parlé des dispositifs et là, dans le cadre du Ségur, on est en train de construire un référentiel d'interopérabilité du médicament avec la NSM, la HAS et les principales sources primaires productrices de données médicamenteuses. Et ça, c'est un de nos gros efforts sur l'année sur le Ségur. Et donc, dans un premier temps, on a publié les référentiels en pièces détachées, c'est-à-dire le référentiel UCD-CIP fourni par le club pharmaceutique qui permet l'interopérabilité du médicament à l'interface ville-hôpital. Donc l'UCD pour l'hôpital, l'unité commune de dispensation et la présentation pour au niveau de la ville. On a le référentiel du médicament virtuel puisqu'il a été demandé de rendre opérationnelle la prescription en dénomination commune et on travaille actuellement à agréger les données et fournir un référentiel unique du médicament. Bien sûr, on a mis la CCAM, les actes au format interopérable, les standards termes qui sont très importants puisque c'est un standard européen qui permet de décrire le médicament au niveau de ses formes pharmaceutiques, au niveau des voies d'administration, au niveau des unités de présentation. L'ATC, qui curieusement n'était pas publié au format interopérable et de manière unique. Donc en France, tout le monde avait sa classification ATC. Maintenant, il y en aura une. On la publie sous l'égide de la NSM et c'est la NSM qui labellise cette version de l'ATC. Et enfin, le dictionnaire des substances européens. Dans notre feuille de route de cette année, donc on a les terminologies du cancer avec notamment le NCIT qui est le thésaurus de l'Institut national du cancer américain qui est une terminologie extrêmement complète pour le parcours de soins du patient cancéreux. La SNOMED CT, je ne déflore pas ce que Maël va vous dire là-dessus. La microbiologie avec la terminologie des micro-organismes, enfin qui est la terminologie du vivant et qui va servir, qui est le catalogue le plus complet au monde et qui produit des données liées avec tout ce qui est données omiques et séquençage génétique.
On a une terminologie du vaccin, des vaccins spécifiques qui apportent une valeur ajoutée qui va pouvoir se brancher sur le référentiel du médicament. On a bien sûr les terminologies de l'OMS qui vont se publier progressivement au cours de l'année 2022. Donc la terminologie des actes de l'OMS qui est beaucoup plus vaste que la CCAM qui décrit que les actes médicaux. Et là, on va avoir tous les actes médicaux, de soins de suite et de santé publique qui vont pouvoir être décrits. Et enfin, les terminologies incontournables de la biologie qu'on va mettre progressivement au format interopérable. Voilà, un petit mot sur la feuille de route avant de passer la parole à Maël. Donc, comme je vous l'ai dit, notre première étape, c'est de la mise en qualité des terminologies existantes. En 2021, on a un gros focus sur le Ségur, évidemment. Puis, avec l'adoption de la SNOMED par la France, bien sûr, ça apparaît en gros dans notre feuille de route. Maël va vous en dire un mot. 2022-2023, c'est aussi le déploiement de la CIM-11 en France sur les grands cas d'usage. Donc, on a les cas d'usage PMSI, le cas d'usage de la CNAM avec les affections de longue durée, le cas d'usage sur les registres de décès. Très important pour le SNDS et fournir des données unifiées toutes codées en CIM-11. Donc, pour le Health Data Hub, c'est important d'avoir maintenant d'avoir la transition vers la CIM-11. Et on ouvre la CIM-11 vers le médico-social, puisque avec l'usage intégré des terminologies des capacités fonctionnelles, maintenant ça devient les deux terminologies associées et intégrées sont parfaitement adéquates pour décrire l'état du patient et le besoin de prise en charge par rapport à une situation clinique. Et maintenant, donc aussi, au-delà de tout ça, bien sûr, on développe l'outillage et je vous invite vraiment demain à venir ou assister au petit speech sur le serveur multiterminologie et le développement de ces fonctionnalités, parce qu'il est important que les utilisateurs soient concertés et participent au développement du SMT on ne le fait pas pour le plaisir pour nous, on le fait pour les utilisateurs et pour donner accès à toutes les terminologies du cadre d'interopérabilité de la manière la plus opérationnelle pour les utilisateurs. Voilà, je passe la parole à Maël. Donc bonjour, comme l'a dit Yann, de nombreuses terminologies de santé vont intégrer l'écosystème français. Et donc en l'occurrence, moi je vais vous parler de SNOMED-CT. SNOMED-CT qui est assez connue puisqu'elle est utilisée dans les spécifications internationales. Elle a été développée entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Et elle est donc gérée par une association qui s'appelle la SNOMED International, qui est constituée donc de 42 pays membres qui ont tous adopté la SNOMED-CT dans leur pays. Et donc c'est cette association qui va prendre les décisions en termes de terminologie, mais aussi en termes administratifs lorsque un nouveau pays va vouloir rejoindre l'association. D'un point de vue technique, c'est une terminologie médicale, elle est multidomaine. Il y a 19 axes aujourd'hui dans la SNOMED-CT qui permettent de couvrir un ensemble de la santé, des micro-organismes, de l'anatomie, des maladies. Et plus de 350 000 concepts, donc une terminologie assez volumineuse, mais qui est maintenue à jour. La SNOMED-CT est passée sur un rythme de mise à jour mensuel, ce qui permet d'avoir régulièrement du nouveau contenu ou de la mise à jour sur le contenu déjà existant. Pour vous donner un peu de visualisation sur le positionnement de la SNOMED-CT, j'ai repris les résultats d'une étude qui a été publiée en 2020, qui se basait sur 4 critères, donc l'encodage, l'interopérabilité, la notation et le raisonnement. D'un point de vue de l'encodage, il est assez logique de voir que la SNOMED-CT a une couverture inférieure à d'autres terminologies de domaine, qui sont elles beaucoup plus spécifiques. On voit tout de même qu'en oncologie, par exemple, la SNOMED-CT avait une couverture équivalente à d'autres terminologies qui étaient étudiées. Et au final, le point important à retenir sur l'encodage, c'est que la SNOMED-CT ne va pas remplacer des terminologies déjà mises en place, elle va plutôt investir des cas d'usage qui sont encore libres et qui sont pertinents par rapport au scope de la SNOMED-CT. Au niveau de l'interopérabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est utilisée dans les spécifications internationales et c'est une terminologie pivot, donc elle complète assez bien l'écosystème actuellement existant par le biais des alignements notamment.
La notation, c'est le cas d'usage pour lequel la SNOMED-CT brille le plus. C'est une terminologie avec énormément de concepts, énormément de synonymes, des hiérarchies clairement définies. Donc ce genre de terminologie a un meilleur positionnement pour la notation. En revanche, chaque terminologie a sa spécificité. Donc lorsqu'on fait des tâches d'annotation, en général, on préfère utiliser plusieurs terminologies afin de pouvoir profiter de l'ensemble des spécificités de ces terminologies-là. Donc c'est pour ça qu'on a considéré que la SNOMED-CT était complémentaire à d'autres terminologies sur ces cas d'annotation. Enfin, au niveau du raisonnement, l'étude a très peu étudié donc, le rôle de la SNOMED-CT sur ce cas. En revanche, la bibliographie souligne le fait que ce n'est pas une ontologie formalisée, donc l'utiliser seul sur des tâches de raisonnement donne des résultats assez limités. Par contre, une équipe de recherche a montré qu'elle pouvait servir de corpus de base aux côtés d'autres terminologies pour des tâches d'extraction de données dans des dossiers, dans des documents médicaux ou de la génération de connaissances, par exemple. Donc au final, ce qui est à retenir de cette slide, c'est que la SNOMED-CT, comme toutes les autres terminologies, a ses propres inconvénients, ses propres avantages, qu'elle ne va pas répondre à l'ensemble des besoins et que donc elle va plutôt s'inscrire sur des besoins qui sont libres et ne pas remplacer des terminologies déjà en place. Je vais maintenant vous donner un petit aperçu de la feuille de route de l'adoption de la SNOMED-CT par la France. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un rapport qui a été publié en 2020 sur les avantages et inconvénients de la SNOMED-CT, une traduction automatique de la SNOMED-CT qui a été créée dans un contexte de recherche. L'année dernière, sous l'impulsion du ministère, l'adhésion de la SNOMED-CT a été lancée. Et donc cette année, nous avons lancé des concertations pour des choix de terminologie sur différents cas d'usage, la microbiologie, l'anatomie et l'International Patient Summary. Nous avons lancé les négociations contractuelles avec la SNOMED internationale et nous avons lancé la création du centre de distribution de la SNOMED-CT, qui s'appelle aussi NRC pour National Release Center dans la documentation de SNOMED-CT. À la fin du mois, l'ANS va rejoindre le groupe de projet de traduction française, qui est un groupe de travail de la SNOMED-CT, dans lequel participent FAST ainsi que les pays francophones membres de la SNOMED-CT. Et donc l'objectif de ce groupe est de créer une traduction francophone commune pour l'ensemble des pays francophones de la SNOMED-CT. Et enfin, nous prévoyons de mettre à disposition la SNOMED-CT sur le serveur multiterminologique de l'ANS cette année. Sur la période donc, de 2022 à 2023, nous prévoyons de mettre à disposition progressivement les traductions françaises, les alignements aussi avec la SNOMED-CT, en fonction des accords qui seront signés avec la SNOMED internationale, et mettre en place un plan de formation pour l'écosystème français à la SNOMED-CT. Et sur ce point-là, notamment, on a besoin de vous. Si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez nous les communiquer. L'objectif, c'est quand même que le plan de formation soit le plus pertinent possible pour l'écosystème et qu'il aide tout le monde. Je vais revenir sur les deux premières concertations. Elles se sont terminées fin mars 2022. Donc il faut savoir que dans la vague 2 du Ségur, le couloir de biologie et d'imagerie, dans leur spécification, avait donc des données d'anatomie et de microbiologie. Et donc il était nécessaire de choisir des terminologies pour ces deux cas d'utilisation. Les concertations donc, visaient l'ensemble de l'écosystème français et étaient basées sur des besoins métiers afin de s'assurer que la décision soit la plus pertinente possible par rapport aux besoins et ne soit pas une décision arbitraire. Au niveau de l'anatomie, donc, il a été décidé d'utiliser la SNOMED-CT. Normalement, l'aspect multiterminologique reste important. Des passerelles avec la FME, qui était la seconde terminologie mise en jeu, pourront être mis en place. Et au niveau de la microbiologie, donc des micro-organismes, les résultats de la concertation étaient un peu plus complexes, donc la décision n'a pas été encore prise, mais nous communiquerons dessus dès que le choix sera fait. Je vais maintenant passer sur les différents challenges qui sont liés à l'arrivée de la SNOMED-CT. Des challenges juridiques dans un premier temps. Donc nous avons commencé à discuter avec la SNOMED internationale sur 4 points qui nous semblent essentiels et qui ne sont pour l'instant pas gérés ou flous dans les licences de la SNOMED-CT. Le premier point qui est la sécurisation des données patients en cas de résiliation. Donc si la France n'est plus membre de la SNOMED-CT, il faut s'assurer que les données SNOMED-CT dans les dossiers patients resteront utilisables et exploitables, afin d'assurer que le patient ne perde pas de chance dans son parcours de soins. Le second point, c'est d'assurer la circulation des données. La France prône l'ouverture des données avec la licence LOV2, et donc il faut s'assurer que lorsqu'on crée des alignements entre une terminologie ouverte et la SNOMED-CT, qui est une terminologie propriétaire, l'alignement reste ouvert afin d'assurer l'interopérabilité. Le troisième point, qui est le respect des données personnelles. Tout le processus de gestion des licences entraîne un partage de certaines informations plus ou moins personnelles. Donc il faut s'assurer que tout ce partage et toutes ces informations soient bien en accord avec la RGPD.
Et enfin, le dernier point qui est la sécurisation de l'investissement public. Aujourd'hui, si l'ANS produit du contenu SNOMED-CT, donc avec de l'argent public, s'il s'avère que ce contenu a un intérêt à une échelle internationale, le contenu peut remonter dans l'édition internationale de SNOMED-CT, et dans ce cas-là, nous perdons les droits de propriété. Et pour l'instant, il n'y a aucune garantie ou de retour sur investissement d'argent public sur ce point. Et enfin, des challenges techniques. Au niveau de la publication, je vous ai dit que la SNOMED-CT, c'était une terminologie assez conséquente. Donc il faut s'assurer que le SMT pourra supporter une telle volumétrie. Un second point qui est l'accès à la SNOMED-CT, il faut s'assurer que les personnes qui pourront visualiser la SNOMED-CT auront accepté la licence et s'assurer que les personnes qui téléchargent la SNOMED-CT auront cette licence. Au niveau de la publication des formats, nous prévoyons de la publier au format HAL, qui est un format standard interopérable du web sémantique. Néanmoins, la SNOMED-CT est publiée au format RF2, qui est un format propriétaire de la SNOMED-CT, et la transformation en HAL nécessite un processus. Donc il est probable que dans un premier temps, on utilise le format RF2 avant de passer progressivement sur un format HAL. Au niveau des traductions, donc comme je disais, on va rejoindre le groupe de projet de traduction française. Donc l'objectif est de travailler tous ensemble pour coordonner l'effort francophone. De notre côté, ça veut dire assurer la validité clinique de nos traductions et ça veut dire s'assurer que les traductions soient en accord avec les règles de SNOMED International et du groupe de traduction au niveau des règles de traduction du contenu SNOMED. Et enfin, le mapping, qui est un challenge technique en lui-même et qui doit donc permettre de s'assurer que la SNOMED-CT s'intègre au mieux dans l'écosystème multiterminologique. Au final, tous les challenges que je viens de vous citer, que ce soit les challenges juridiques ou les challenges techniques, ce sont des challenges qu'on va retrouver sur d'autres terminologies et qui peuvent être gérés par le SMT. Que ce soit de la publication avec un accès limité, des publications pour l'homme ou pour la machine, de la traduction ou de l'alignement. Et donc on vous invite à aller voir la présentation de demain de nos collègues sur justement le SMT, comme disait Yann, qui vous donnera donc plus de détails là-dessus. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on va peut-être donner un micro pour la question. Merci, bonjour, je suis Johan Castro de l'ARES Île-de-France, chef de projet Ségur numérique. Avant, je travaillais dans le secteur médico-social et principalement dans la rédaction d'un cahier de charges pour un DEI pour des CMPP, donc c'est des centres médico-psychopédagogiques. Eux, ils utilisaient la classification, la CFTMA, la classification française des terminologies de troubles mentaux pour les enfants et les adolescents. Et à un moment donné, j'ai entendu dire que la CFTMA allait disparaître au bénéfice de la CIM 11. Et donc, apparemment, il y avait des travaux en cours pour justement faire disparaître cette classification de la CFTMA pour la CIM 11. Et donc, c'est la première question. La deuxième, c'est de savoir si la CIM 11 est déjà en français, parce que oui. Et la troisième demande, c'est à quelle heure cette présentation de la SMT, le système multiterminologique. Alors excusez-moi, j'ai pas tout compris sur la fin de la question. Donc la CIM 11, elle est effectivement, pour répondre à votre premier élément de question, c'est la CIM 11, elle a été traduite en français par l'ATIH et par nous, par nos technologies de traduction automatique. Donc on a pu procéder très rapidement pour la déployer. Donc elle est déployée en interopérabilité sur le SMT au format OWL en français. Donc on est relativement fiers d'être la 4e version après l'anglais, l'espagnol, l'arabe et le chinois. On est le 5e. Donc elle est complètement utilisable en interopérabilité. Tous les liens sont respectés. La connaissance est bien décrite. Alors, pour la CIM 11, là, on en est au déploiement. On se coordonne avec l'ATIH sur les cas d'usage morbidité. Donc ça, pour l'interopérabilité, il faut considérer le point A et le point B. Le point A, c'est le lieu de la production de soins et de la structuration de la donnée. Donc là, on va
commencé à éduquer l'écosystème français pour utiliser la SIM 11 qui est un petit peu plus complexe que la SIM 10 puisqu'elle offre au point de vue recherche de plus grandes fonctionnalités avec des synonymes, donc beaucoup plus d'emploi de langage naturel. Et surtout de la post-coordination qui permet de décrire très précisément des situations cliniques. Sur la SIM 10, une fracture de la jambe, c'était tout pré-coordonné et on avait le choix avec des modifieurs ouverts, fermés. De même, je connais beaucoup moins le domaine de la psychiatrie, excusez-moi. Donc la SIM 11 va permettre de post-coordonner une fracture grave, peu grave, ouverte, pas ouverte, la localisation précise, etc. Et on ajoute des codes, ça s'appelle du cluster coding, et avec les outils de l'OMS, on construit progressivement la situation clinique. Et l'outil d'aide au codage va permettre de dire s'il existe un code précoordonné ou s'il faut utiliser ce cluster coding. Donc voilà, ça c'est au niveau de la standardisation, de la normalisation du codage des situations cliniques. La SIM 11, là vraiment, n'a plus rien à voir avec la SIM 10. D'un aspect externe, ce sont des terminologies qui peuvent être présentées de manière linéaire avec des listes de codes, mais du point de vue structuration, ça n'a rien à voir et l'OMS fournit des outils formidables pour mieux décrire les situations. Donc là, c'est le point A. Et maintenant, au niveau du point B, c'est nous. C'est l'exploitation des données, la réception des codes et l'interprétation des codes. Donc bien sûr, au niveau du cluster coding, on est capable de décomposer et de restituer la grammaire. On restitue tous les codes, mais nous, on n'a pas vocation à structurer les choses. Donc c'est vraiment pour faciliter les échanges de données de santé. Donc nous, on se concentre sur le point B. Donc pour aller chercher les outils, si vous êtes producteur de soins, il faut aller sur le site de l'OMS et télécharger les outils d'aide au codage. Si vous êtes exploitant de données, vous venez chez nous et vous aurez une SIM 11 au format interopérable. Alors sur la psychiatrie, sur le deuxième élément de la question, donc là il y a beaucoup de dictionnaires qui étaient séparés, qui sont maintenant intégrés dans la SIM 11. Au niveau psychiatrie, je sais, nous on est dans la commission, on est centre collaborateur de l'OMS, mais on est dans tout ce qui est technique. On n'est pas dans le Morbidity Group, le MBRG et le FDC, le Family Development Committee, qui discute justement de tout ce qui est enrichissement de la SIM 11. Donc là, c'est activement discuté. Donc je sais que les efforts sont particulièrement marqués au niveau de la génétique, donc les maladies rares, actuellement ce qui est priorisé, donc les passerelles interterminologiques, donc la SIM 11 avec HPE, la SIM 11 avec la LOINC, etc. pour les examens. Et bien sûr, j'ai entendu, mais là c'est juste le truc, il faut aller sur le site de l'OMS pour voir, avec la liaison avec le DSM-5, etc., et son intégration. Donc ça, c'est un sujet qui est discuté. Et c'est sûr que la SIM 11, par exemple, avec Orphanet, là où on est directement versé, puisque l'INSERM fait partie du centre collaborateur, la SIM 11 a pour objectif de mapper complètement la nomenclature des maladies rares pour favoriser la structuration et l'identification des maladies rares dans le monde. Donc on n'utilisera pas deux terminologies pour structurer et avoir des statistiques sur les maladies rares, on n'en utilisera qu'une seule, et Orphanet va garantir que toutes les maladies rares sont dans la SIM 11, et c'est un travail conjoint entre l'INSERM Orphanet et la SIM 11. Je suppose qu'il y a les mêmes travaux, mais c'est une supposition, au niveau de la psychiatrie. Et ça, je vous invite à creuser le sujet auprès de l'OMS, et c'est quelque chose qui est très très important. Et l'usage intégré des terminologies est quelque chose qui a un objectif complet de l'OMS.
pour pouvoir décrire toutes les situations cliniques et la diversité des actions que l'on va engager pour remédier à, à un problème clinique, pour pouvoir tout coder, pour pouvoir structurer et comparer les conditions sanitaires d'un pays à l'autre. Donc l'OMS, avec cet objectif-là, nous fait faire un bond dans l'interopérabilité parce que propose maintenant des nomenclatures complètement intégrées pour décrire toutes les situations cliniques et les actes, les observations et propose des passerelles avec les domaines que les terminologies de la Simons ne produit pas. Donc voilà, donc là on est vraiment dans une révolution où on passe de la simple statistique papier à quelque chose de complètement intégré et qui va permettre d'avoir de bien meilleures statistiques, de bien meilleures études et aussi permettre aux patients d'avoir un dossier de mieux en mieux structuré. Merci.